Donc, bonjour, c'est donc le quatrième partie du module données du web et je vais vous parler plus en détail des bases de données dites NoSQL. On a vu essentiellement des notions liées à XML jusqu'à maintenant. Donc, qu'un document XML est un arbre, ça peut être valide par rapport à des modèles qui sont exprimables en DTD en schéma, qu'il y a des outils XPath, XSL pour sélectionner et modifier, qu'il y a tout un tas qu'on peut traiter les documents XML via des langages de programmation à travers des interfaces qui sont le DOM et le SAX. On a vu un peu JavaScript aussi, qui propose notamment une interface via les navigateurs pour manipuler des pages web, et on a vu des dialectes XML comme MathML, SVG, RDF, XHTML. L'objectif du module d'aujourd'hui, c'est de vous faire un survol rapide des concepts liés au monde du NoSQL. Donc, ça sera l'introduction et les concepts de base. Ensuite, je passe très rapidement aussi en revue les différents types de bases de données NoSQL. Et après, on approfondira un peu un SGBD NoSQL type document qui sera MongoDB avec un petit détour par Elasticsearch, notamment demain quand on aura donc une intervention extérieure. D'ailleurs, aujourd'hui déjà, vers 9h30, on va faire un essai parce que je vous ai envoyé un mail avec un lien Skype entreprise. Visiblement, chez Société Générale, on n'aime pas Zoom. Ils ont leur raison. Et on va essayer. Donc, NoSQL. Donc, un petit rappel de SQL. Vous connaissez tous les bases de données relationnelles avec le select from where et le from, on a souvent plusieurs tables. Et on met des jointures après pour regrouper les données. Quand on conçoit les modèles de données en relationnel, on normalise. Donc, vous avez vu ça avec Philippe Lamarre ou avec Jean-Marc Petit, qu'on découpe les données en plusieurs tables pour minimiser les redondances et optimiser l'espace disque. Le souci, c'est que ces bases de données relationnelles ont été inventées pour tourner sur des machines uniques qui deviennent de plus en plus puissantes. Alors, il y a ce qu'on appelle l'extension horizontale, l'extension verticale, mais aujourd'hui, on a tellement de données que ça ne tienne plus sur une machine. Ça, c'est un constat. Et l'autre constat, c'est que souvent, quand on dépasse pour beaucoup d'entreprises, les clients sont répartis sur le globe terrestre. Donc, il vaut mieux stocker des données pas à un seul endroit, bien que les réseaux soient très rapides aujourd'hui, mais stocker les données plus proches des utilisateurs. Donc, il faut répartir, dupliquer. Et pour toutes ces raisons, les bases de données relationnelles qui étaient conçues pour tourner sur des machines uniques sont un peu moins adaptées. Mais le fait de distribuer des données et d'introduire de la redondance introduit aussi beaucoup d'autres problèmes au niveau synchronisation, au niveau distribution, au niveau traitement des requêtes. Donc, on a besoin maintenant des systèmes qui sont capables de faire de l'extension horizontale, c'est-à-dire au lieu d'augmenter les capacités d'une seule machine, on rajoute des machines standards qui permettent et on essaie de paralléliser les données. Quelle est la différence entre cette extension horizontale et extension verticale? Donc le scale-up, c'est extension verticale, scale-out, c'est extension horizontale. Tant que tout tient sur une machine, il n'y a pas de souci. Quand il y a plus de données, en extension horizontale, on rajoute des machines. En extension verticale, on augmente la capacité de la machine. Et au bout d'un certain temps, l'extension verticale, il atteint ses limites parce que ça devient très cher et on ne sait pas bien faire étendre des machines au-delà d'une certaine capacité. Surtout que
il y a beaucoup de données qui se créent, qui se manipulent, qui s'échangent sur Internet. Alors, ça date d'il y a un an, c'est ce schéma, mais ça vous donne une idée. J'ai trouvé ça joli. Donc, le fait est qu'aujourd'hui, il faut, pour pouvoir suivre, au moins quand on est un grand groupe mondial qui gère beaucoup de données, c'est de pouvoir faire de l'extension horizontale. Donc, rajouter des machines, multiplier ce qu'on appelle des centres de données pour pouvoir gérer d'un côté la masse de données nécessaire et pour pouvoir avoir les données près des clients, près de leurs utilisateurs ou de leurs producteurs. Quelques autres exemples, il n'y a pas que l'Internet, mais il y a la science aussi, ou le business, les gouvernements, enfin, les gouvernements qui produisent énormément de données qui ne tiennent plus sur un disque dur ou même sur plusieurs disques durs dans un data center. On, a, on est en plein dans l'ère du big data avec les 4V, voire 5. Il y a beaucoup de données. Ces données sont hétérogènes. Ils évoluent rapidement. Il y a des soucis de véracité et pour lesquels il faut bien sûr essayer de dégager le plus de valeur possible. Petite parenthèse, la valeur, c'est pour les entreprises qui gèrent. Ce n'est pas pour les utilisateurs individuels. Hein. Ça, il faut en être conscient. Vous utilisez, soi-disant gratuitement, plein de services, Discord. Alors, le Zoom, ça a payé une licence. N'empêche que vous utilisez tous, moi inclus, les services de Google Drive, de Twitter. Les services qui sont gratuits, le produit, c'est vous. C'est votre vie, c'est votre attention, c'est votre sous-conscient. Il y a un bon film qui est fait par Netflix, Derrière vos écrans de fumée. Je vous le recommande de regarder. C'est un peu poussé à l'extrême, mais ça donne matière à réfléchir quand même. Donc, soyez conscient que aujourd'hui, quand vous faites chaque clic que vous faites sur un ordinateur, il y a des super centres de calcul et des algorithmes qui scrutent et qui vous profilent et qui adaptent ce qui vous est poussé pour capter votre attention, pour vous dire quand vous levez, quand vous, avec tous les outils connectés, les objets connectés, les montres qui vous scrutent vos paramètres vitaux, on vous profile et on vous manipule sans que vous en rendiez même compte. Parenthèse fermée. Il y a aussi des gros soucis de ces distributions de données multiplient les failles possibles. Et donc, il y a aussi de gros soucis de sécurisation de ces données, des systèmes de gestion de base de données distribués. On commence à prendre conscience, mais au début, enfin, il y a quelques années, il y a eu énormément de très grosses bases de données avec des données personnelles dedans, qui étaient en libre accès. Il fallait, parce que, tout de suite, on va voir, avec MongoDB, par défaut, on lance le serveur, il n'y a aucune protection. Donc, il faut déjà faire un effort pour sécuriser. Rien que de mettre un mot de passe et un login. Parce que par défaut, il n'y en a pas. Alors que quand vous installez un MySQL ou un Oracle, par défaut, il ne vous laisse pas installer, lancer, tant que vous n'avez pas donné un mot de passe. Gros changement de paradigme. Et la dernière version de MongoDB, par exemple, ou de Elasticsearch même, le lancement par défaut, c'est ouverture totale. Donc, il y a des gens, ou dans les services même des grosses entreprises, qui trouvent ça très bien, pour souvent des raisons justes. Installe, lance, et hop, il y a ne change pas le port par défaut, donc quelques robots qui scrutent peut rentrer et peut tout aspirer. Donc, il faut faire attention. Mais néanmoins, ce n'est pas l'objet de ce cours. Donc, je vous ai attiré l'attention qu'il y a des gros soucis d'accès et de protection d'accès et qu'il y a les 4V, voire 5 du big data qui caractérisent et qui font que, donc je reviens, que le base de données relationnelle. Alors, pour vous, je pense que ça sera à peu près, allez, 15 à 20%
de vos problèmes de base de données pourront être nécessités du NoSQL. Les 85% restants, vous allez pouvoir utiliser bon vieux relationnel. Et ça se fera très bien l'affaire. C'est quand vous commencez à avoir autant de données qui ne tiennent pas sur une machine ou que vous commencez à réfléchir au moins national, voire européen, voire mondial. Mais, alors, pas que. Parce qu'il y a, parfois, il y a des sources de données qui fournissent nativement des données qui sont semi-structurées, qui sont des schémas standards, des schémas qui changent. On va voir ça en TD. Donc, il faut des applications et des systèmes qui gèrent les données, qui savent gérer des données qui sont distribuées. Et qui parle des données distribuées, on parle de difficulté de maintenir des contraintes. Vague souvenir de base de données relationnelles, on a des propriétés acidité, comme atomicité, cohérence, isolation, le D, je ne sais plus ce que ça veut dire, mais j'ai un slide là-dessus. Quand il s'agit de données distribuées, c'est beaucoup plus compliqué à garantir ces propriétés. Donc, on commence par les relâcher un peu. Je vais y revenir. Donc, on part de réplication de bases de données. Ça peut être utile donc, pour garder une tolérance aux fautes, rendre plus disponible plus facilement. Quand les données sont à plusieurs endroits et plus proches de leur utilisateur, ben, forcément, on accède plus vite. Quand il y a un nœud ou un data center ou un disque dur qui tombe en panne, c'est moins grave parce que les données sont redondantes et à plusieurs endroits. On peut avoir une architecture maître-esclave ou pair à pair. Il y a deux approches, soit la distribution ou sharding, où on prend des données et on les met sur plusieurs nœuds. Alors là, le nœud, je vais l'entendre dans le sens unité de stockage et de calcul. Où il y a de la redondance. Et quand on partitionne, on peut partitionner de manière horizontale, c'est-à-dire que on a le même schéma partout et on a des données qui ne sont pas les mêmes. Donc on stocke les informations des Lyonnais à Lyon, les informations des Parisiens à Paris, mais la structure ne change pas. Et on a la possibilité de distribuer les données de manière verticale. Et là, on découpe les données par type, c'est-à-dire on stocke le nom, prénom sur un serveur, on stocke l'adresse sur un autre nœud, on stocke les achats sur un troisième nœud. Donc ça, c'est la distribution verticale. Et on a, ça c'est le premier, c'est la distribution horizontale, quand on a les mêmes données, même structure de données, mais sur différents serveurs. Et en bas, c'est la distribution verticale quand on a, ou c'est l'inverse. D'un côté, on a le même schéma, avec les données qui changent. Et de l'autre côté, on a des schémas différents par nœud. Mais souvent, c'est un peu des deux, un mélange des deux. Et en plus, il y a une redondance qui est introduite. Donc là, il y a des politiques, il y a des outils, il y a une théorie derrière comment garantir que ça soit optimal et que le temps d'accès et le temps de synchronisation soient optimisés. Je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails, mais sachez que quand on parle de base de données distribuée, il y a plusieurs manières de distribuer. Donc, des données horizontales et verticales. Et en plus, on rajoute dessus de la redondance. Et il y a beaucoup d'algorithmes et de théories pour optimiser tout ça. Néanmoins, vous commencez à voir aussi que ça peut introduire de l'incohérence. Il y a un temps de latence. S'il y a une information qui se modifie sur un nœud, cette information, tant que cette modification soit répercutée sur tous les nœuds, il y a un temps de latence. Et ça introduit des problèmes de cohérence dans la base. Souvent, derrière, il y a des systèmes de fichiers distribués qui font que pour un utilisateur,
il traite l'ensemble du réseau, l'ensemble de données ou de systèmes distribués comme s'il était sur une seule machine. Il y a des couches qui font que la réplication, la synchronisation sont cachées. Donc, il y a GFS comme Google File System ou Hadoop Distributed File System, deux exemples. On essaye derrière les traitements, une des techniques de base s'appelle MapReduce. C'est un type d'algorithme. Alors, allez avoir un cours dessus en détail. Je survole juste. Ça date d'il y a assez longtemps. Donc, 1958, avec le langage Lisp, qui est un langage fonctionnel que cette notion a été introduite. L'idée, c'est de déplacer les traitements vers les données. Comme les données sont distribuées, on déplace les traitements vers les données et on récupère que les résultats. Alors, tout type de traitement ne s'y prête pas à être parallélisé. Mais il y a beaucoup de types de traitements qui sont parallélisables. Il y a une fonction de map qui permet de faire des traitements par nœud sur les données locales de chaque nœud. Et après, il y a une fonction reduce qui permet de récupérer des résultats intermédiaires par nœud et les agréger. Donc, pour ça, il faut pouvoir découper le problème en plus petits sous-problèmes, faire le traitement par nœud et ensuite pouvoir avoir un autre type de fonction, le reduce, qui permet de agréger les résultats intermédiaires. Il y a souvent un tri entre les deux aussi. Donc, schématiquement, on a des traitements par nœud, on les trie et ensuite on agrège les résultats dans la troisième partie. Par exemple, pour compter le nombre de mots dans des textes qui sont distribués sur plusieurs serveurs, on a ces trois phrases qui sont sur trois serveurs différents. Le map ici, pour chaque phrase, on compte les mots qui contiennent. Ensuite, on va regrouper les mots identiques ensemble. Ça, c'est la phase de tri. Et ensuite, le reduce, c'est on additionne les comptes de chaque mot. Et le résultat sera pour chaque mot, le nombre d'occurrences. Donc ça, c'est typiquement un problème qui est parallélisable. Indexer des textes. Calculer, d'ailleurs, calculer des PageRank sur des grands graphes distribués. Je ne sais pas si vous avez vu en algorithmie le PageRank, ça calcule l'importance d'un nœud dans un réseau en fonction de liens qui pointent vers ce nœud. Enfin, ça c'est le principe. Il y a des variantes. Construire des indices pour accélérer des recherches. Ça, les indices, vous les avez vus. Faire de l'analyse toutes sortes de logs dans la finance, dans les données géographiques. Il y a beaucoup des sélections, des projections peuvent marcher aussi en MapReduce, en distribué. Les jointures, beaucoup moins. Donc, l'idée, c'est qu'une partie des problèmes peuvent être résolus par ce genre de parallélisation. Pas tous les problèmes. Donc, il faut en être conscient. Je reviens sur NoSQL. Donc, le sens de NoSQL veut dire Not Only SQL. C'est pas du tout de SQL. Ça a commencé dans les années 1998 et c'est en 2009 que ça a été acté officiellement à peu près comme nom. Et c'est les grosses entreprises de l'Internet qui ont commencé à créer des premières solutions, tout simplement parce qu'ils y étaient obligés. Ils avaient tellement de données et des clients tellement répartis que le bon vieux Oracle tenait plus à la charge. Donc, ils ont commencé à développer des solutions pour gérer tout simplement les utilisateurs ou leurs données maison. Et au bout d'un certain temps, donc il y avait Google et Amazon qui ont produit les deux publications fondateurs, pour ainsi dire. Et il leur fallait quelque chose le non relationnel n'était pas leur premier souci.
Mais finalement, vu que les données changent de structure souvent, ça est devenu vite. Mais il fallait que ce soit distribué, il fallait que ce soit euh, extensible horizontalement. Et ensuite vient le souci de non relationnel et de open source. Pourquoi c'est open source? C'est simplement pour limiter les coûts. Pourquoi une entreprise ouvre le code d'un programme? C'est pour impliquer la communauté. Du coup, il y a plein de petits geeks qui vont mettre le nez dedans, qui vont trouver des erreurs, qui se feront un plaisir de partager ça sur les forums, qui vont coder de nouvelles fonctionnalités. Donc, un éditeur, c'est pas anodin, c'est une stratégie d'ouvrir le code source d'un produit à la communauté pour que justement assurer la pérennité. Dans ce cas, l'éditeur, le modèle économique change. C'est plus en vendant des licences qui se rémunère, c'est en vendant du support, de la personnalisation qui se rémunère. Mais du coup, le produit survit, vit, et finalement, si l'entreprise qui à l'origine suit le système, il garde quand même un avantage, il connaît mieux, les autres ils doivent investir pour découvrir et tout, et il fait que le produit finalement est utilisé et il peut mener quand même l'entreprise à l'origine, s'il se débrouille bien, il peut quand même mener la danse. Donc, on a introduit, au lieu de contraintes acides, on a introduit une type de contrainte base, je vais y revenir dessus. Et finalement, le NoSQL, ça peut être un peu faux ami parce que c'est pas du tout SQL, c'est pas que du SQL. Il y a des systèmes dits NoSQL qui fonctionnent quasiment comme une base de données relationnelle. Et le quasiment est important. Donc, il y a de nouveaux types de modèles. La structure est souvent euh, dynamique, enfin, qui peuvent changer. Et je me répète, mais c'est facile à étendre horizontalement. Ça, c'est une propriété assez importante. Voilà, il y a un papier qui décrit, si vous voulez savoir un peu plus sur le pourquoi open source et pas open source. Un des grands acteurs de l'open source, c'est l'Apache. Alors, j'ai mis ce schéma pour vous faire remarquer qu'aujourd'hui, alors, les SSD, ils marchent assez vite, mais que l'accès via un réseau à des machines distantes est tout à fait comparable à la vitesse d'accès au disque dur local. Donc, aujourd'hui, le fait que les données soient distribuées n'est pas un si grand inconvénient, parce qu'on peut y accéder quand même très rapidement. Ce qui est compliqué, par contre, c'est de garantir les transactions. Vous avez vu ce que c'est que les transactions en base de données relationnelles. C'est que ça implique plusieurs opérations et que soit toute la transaction succède, soit il est complètement annulé. Dans les bases de données distribuées, c'est pas si simple que ça. Et il y a un certain nombre de cas de figure où on aimerait bien que on puisse avoir cette notion de transaction. Il y a un autre souci avec les bases de données distribuées, c'est que on ne sait pas le temps que ça va mettre une requête. Si on veut avoir une réponse exhaustive, ça veut dire qu'il faut interroger tous les nœuds qui sont potentiellement en Australie, où il faut attendre que une modification soit complètement répercutée partout. Ça, c'est un souci. Parce que dans les bases de données distribuées, il y a des latences. Et donc, on préfère souvent sacrifier la cohérence des données euh, sur l'autel du temps de réponse. On s'en fout si la réponse n'est pas complète, il faut qu'on l'ait en moins de X millisecondes. Sinon, Google nous pénalise, sinon l'utilisateur va voir chez le concurrent. Tant pis si le produit, j'affiche qu'il est en stock, qu'il n'est pas en stock. Ça arrive suffisamment rarement que
ça touche qu'un petit pourcentage de mes clients et que eux ils râlent, mais c'est pas grave. Mais je peux leur afficher le bouton payer et ils peuvent cliquer dessus. C'est ça qui est important pour les entreprises, hein. Mais c'est ça qui est possible dans les bases de données distribuées. On ne peut pas attendre 5 minutes avant d'afficher une page d'un produit pour être sûr qu'il est en stock. On regarde un peu, si quelques serveurs disent bah, à peu près, peut-être, on l'affiche. Oui. Bah, en général, les bases de données distribuées. Dans toutes les bases de données distribuées, il y a ce souci de temps de latence et de cohérence. Vous regarderez ces slides, je les ai mis il y a 2 ans, ce qui est important, pas important, mais de manière plus générique. Là, j'ai pas trop le temps de m'attarder dessus, malheureusement. Un autre souci de cette extension horizontale, c'est que le matériel tombe en panne. Il y a beaucoup, donc on rajoute des machines. Il y a des centres de données avec des centaines de milliers de disques durs, des centaines de milliers de processeurs. Ça tombe en panne. Donc il faut des architectures qui permettent de encaisser ces pannes sans que le système global s'arrête. Donc, souvent, c'est pas un choix. Souvent, on utilise du NoSQL parce qu'on ne peut pas utiliser du SQL pour les raisons que j'ai déjà énumérées. Donc, quantité de données, vitesse d'accès aux données, et en général, c'est les deux principales. Donc, les solutions NoSQL ont été conçues pour être performants, facilement distribuables et tolérants aux pannes. En contrepartie, ils sont beaucoup moins cohérents. Les jointures sont quasi impossibles. Les données, c'est un avantage et inconvénient. C'est avec les structures qui changent, c'est plus adapté pour les solutions NoSQL. Et en général, il y a une application quasiment par usage. Donc ça, c'est un recul. SQL était universel, pour ainsi dire. On pouvait modéliser et plein de sortes d'utilisations. Avec le NoSQL, c'est pas toujours le cas. D'ailleurs, encore un exemple de cohérence. Facebook, vous êtes presque trop jeune pour être sur Facebook maintenant, mais vous vous fâchez avec un de vos amis. Vous le supprimez de votre cercle d'amis sur Facebook. Une demi-heure après, vous envoyez un message en disant qu'il n'était pas du tout sympa à vos amis restants. C'est ce que vous croyez. Donc, vous croyez que lui, il ne reçoit plus parce qu'il est plus, ça fait une demi-heure qu'il n'est plus votre ami. Et que sur Facebook, c'est modifié, il n'est pas dans votre liste. Manque de bol, il est assez loin, physiquement, il se connecte en Australie à Facebook. Il se peut que l'instruction de suppression de votre liste d'amis suit une distribution, enfin une propagation, un chemin de propagation différente que votre message que vous envoyez une demi-heure plus tard, et que le message arrive avant sur le nœud Facebook qu'il consulte que le fait que vous l'ayez supprimé de votre cercle d'amis. Il reçoit le message. Parce que le nœud à laquelle il se connecte, on est dans le distribué, a reçu l'autre information, a reçu le message qui était dans l'absolu émis une demi-heure plus tard, mais par les propagations différentes, il n'y a pas une garantie de cohérence. C'est ça que ça veut dire que la base de données peut être incohérente. Il faut en être conscient de ça. Dans les bases de données distribuées, la cohérence n'est pas garantie. Donc, quelques notions donc tout ça se passe sur des serveurs, ce qu'on appelle communément le nuage, le cloud. Je voulais vous introduire un certain nombre de notions sur ce cloud. Ça change complètement l'approche, point de vue business model. On parle d'API ouvert, on parle de self-service, c'est-à-dire on signe plus un contrat. On va sur un site,
on remplit un formulaire, on clique OK, on donne le numéro de carte bleue et c'est fait. Il n'y a plus d'humain dans la boucle. On ne sait pas où les données sont stockées. Ça pose de gros problèmes de confidentialité parce que vous ouvrez un compte sur Amazon Web Services ou sur Microsoft Azure. Vous faites un contrat avec eux-mêmes. Si vous êtes une entreprise, si vous êtes Airbus, dès que vos données sont chez une entreprise américaine, Boeing a accès, qui est un grand concurrent. Donc, espionnage industriel, bonjour. Il faut savoir aussi qu'aujourd'hui, il y a les grands acteurs, Amazon, Microsoft, ainsi de suite, dominent ces services et ils peuvent du jour au lendemain couper votre accès, voire parler récemment. Hein. Donc, faut être conscient. Par contre, il a un certain nombre d'avantages. C'est pour ça que ça marche. C'est que vous pouvez payer vraiment ce dont vous avez besoin. Vous n'êtes pas obligé d'investir dans des grosses infrastructures. Vous ne dépensez pas les coûts de maintenance. Parce que aujourd'hui, il fait agréable dehors, mais en été, il fait 45 degrés. Il faut climatiser les serveurs. Il faut remplacer. C'est un coût à maintenir l'infrastructure informatique. C'est pour ça que l'externalisation et la mutualisation a un sens dans certains points de vue. Mais il faut être conscient qu'il y a des inconvénients. Donc après, en tant que client, on peut faire louer du software as a service. C'est typiquement le cas de Google Drive ou Microsoft 365. Vous utilisez un service, vous ne le payez pas, mais du coup, il vous exploite votre esprit. Vous louez donc un programme, comme Google Drive, par exemple. Il y a des plateformes, ça c'est éventuellement ce que vous utilisez en Amazon Web Services quand vous programmez. Il y a un système d'exploitation installé, il y a peut-être quelques logiciels, il y a un petit environnement, et vous payez pour avoir accès à cet environnement-là. Et le troisième, c'est l'infrastructure comme service, c'est que vous louez simplement de l'espace disque et de la mémoire et de l'unité centrale. Et après, à votre charge de maintenir un système d'exploitation dessus, des logiciels, tout l'environnement. Donc, il y a différents niveaux de services. Donc, c'est juste un peu de vocabulaire du cloud et de distribution. Et ce que vous signez, c'est un SLA, c'est un Service Level Agreement, qui garantit un certain nombre de choses, notamment un temps de disponibilité. En général, il y a 99,9%. Alors, ça veut dire que pendant 8 heures par an, ils peuvent être en panne. Si ces 8 heures par an arrivent la veille de Noël ou la semaine avant de Noël et que vous êtes un magasin en ligne, vous perdez beaucoup. Si ça arrive dans une période creux, vous en foutez. Mais en général, ils ne disent pas quand ces 8%, 8 heures par an peuvent arriver. Donc, il faut être conscient que quand on fait le distribuer et quand on n'est pas un très gros entreprise, on loue en général des services cloud, ce qui est bien, d'un certain point de vue. Il peut y avoir des soucis avec aussi. Donc, point de vue système informatique et des services informatiques des entreprises, il faut être conscient qu'il y a peu d'humains dans la boucle, que en général ça se paye par carte bleue et ou par PayPal. Dans les entreprises classiques en France, c'est inhabituel. On est habitué à des factures, à des bons de commande et ainsi de suite. Ça marche plus comme ça. Ça change, point de vue comptable, les colonnes, les classes de dépenses. On ne dépense plus en investissement, on dépense en service. Point de vue comptable, c'est pas pareil. Alors, il y a des outils pour pour calculer des coûts. Et des coûts, il faut être conscient que, certes, vous économisez en frais de maintenance matérielle.
vous économisez peut-être et avec tous les ressources humaines vont avec aussi. Mais vous devenez dépendant de fournisseurs tiers qui sont souvent de l'autre côté de l'Atlantique et sur laquelle vous avez quasiment aucune moyen de pression s'ils font quoi que ce soit. Et que cela peut générer des coûts quand même, des risques qui ont un coût important. Donc il faut être conscient que c'est bien le cloud, beaucoup de fois, et la plupart du temps, vraiment ça marche bien. La plupart des entreprises utilisent, et ça marche très bien. Vous ne maîtrisez pas tout. Mais c'est le cas ici à l'INSA, il y a 15 ans, on avait 10 personnes, techniciens de surface, pour m'exprimer politiquement correct, on va dire femmes de ménage, employées par l'INSA. Aujourd'hui, c'est l'entreprise extérieure qui le fait, depuis 5-6 ans. C'est très bien. Mais le jour où l'INSA se fâche avec cette entreprise, il n'y a plus de ménage de fait. Donc, mais c'est le propre de... Il faut être conscient. Externaliser le service informatique, et pour une entreprise dont ce n'est pas le cœur de métier, ça peut être très bien, parce qu'il se débarrasse de plein de soucis. Il peut se concentrer sur produire des courgettes bio, ok, ou produire je sais pas moi, des sacs à dos. Bon, il ne maintient pas l'informatique. Et c'est souvent le cas. Il faut être conscient qu'il y a des inconvénients aussi. Quelques acronymes. Il y a l'atomicité durable. Voilà, c'est ça une donnée qui est modifiée à un instant T, il est plus modifié jusqu'à ce que l'on lance plus une instruction de modification. Dans le distribué, quand il y a plusieurs personnes qui accèdent, c'est pas forcément maintenable. Il y a le consistant, disponible et le cap, et tolérant aux pannes. Parmi ces trois propriétés, dans une architecture distribuée, à qui deux peuvent être garanties en même temps. Il y a le base qui est nouveau architecture qui remplace l'acide dans le cas des bases distribuées. Ce qui veut dire basically available, c'est que on peut quand même limiter le temps de réponse maximal. L'état, il n'est pas toujours isolé atomique, mais par contre, le eventually consistent, ça veut dire qu'il est consistant à terme. Donc s'il n'y a pas d'opération, le système garantit qu'au bout d'un certain temps, il y a de la propagation d'informations et que le système devient cohérent au bout d'un certain temps. Et une dernière abréviation, c'est le CRUD. On parle souvent d'opérations CRUD, c'est le Create, Read, Update, Delete. C'est les opérations de base quand on parle de base de données, le système de gestion de base de données. Donc, ça c'est l'atomicité. Je passe, vous avez vu ça en base de données relationnelle. Et c'est les caractéristiques des bases de données relationnelles qui sont monopostes. Mais ça, c'est très cher de garantir ça, de distribuer, et surtout ça fait sauter tous les avantages pour lesquels on a mis en place en général le NoSQL distribué. Donc dans le distribué, on n'en fait pas. Donc, il y a différents cas de problèmes possibles, soit parce que la base n'est pas sur la même machine, et donc en général, on voudra que une base de données soit consistant, c'est-à-dire cohérent, les données soient toujours ce qu'on a mis dedans, et que l'ordre des opérations soit respecté. On voudra qu'il soit disponible, et on voudra qu'il soit tolérant aux pannes. Disponible, ça veut dire que toute requête reçoit une réponse dans un temps limité. Enfin là j'ai des illustrations, mais je vais pas assez vite parce que la consistance et la disponibilité, c'est que un client il donne
Il modifie une donnée, l'autre il accède aux données, il a la réponse et il a vite. Un système qui est consistant et tolérant aux pannes. Euh, Ce qui peut arriver, c'est qu'un client, enfin, il y a un utilisateur qui modifie une donnée, l'autre, euh, il accède à son ancienne valeur, mais le premier client utilisateur est au courant que sa modification n'a pas été distribuée. Et le troisième, quand il est disponible mais tolérant aux pannes, ça veut dire que une modification qui n'arrive pas, hop, l'utilisateur il est pas au courant. Donc, celui qui a fait la modification. Et il y a un théorème qui dit que dans un système distribué, on ne peut pas garantir les trois propriétés. Retenez ça, que quand un utilisateur clique sur un bouton acheter, ben, vaut mieux mettre le produit dans son panier et demander son numéro de carte bleue que de vérifier que l'information sur la disponibilité est à jour ou non. Et on a ce modèle, cette approche base bit laquelle j'ai déjà parlé, c'est que les réponses sont rapides parce que les données sont distribuées et proches des utilisateurs, que l'incohérence est tolérée, mais que, à temps, la base devient cohérent. Et ça, c'est en général, ces propriétés-là sont garanties par les solutions distribuées et NoSQL. Donc, on fait au mieux. Hein. Petit schéma pour vous dire que le monde dit de NoSQL est en pleine ébullition. Depuis 2009, d'ailleurs. Il y a eu au début, il y a quelques solutions. Après, il y a eu de plus en plus de solutions. Et aujourd'hui encore, il y a des nouveaux systèmes qui sont créés et des systèmes qui tombent un peu aux oubliettes. Et c'est tant mieux pour nous et vous parce que ça veut dire qu'on aura besoin d'informaticiens pour démêler tout ça. Et l'objectif de cette présentation rapide, c'est vous donner quelques clés pour que vous voyez plus clair un peu et puissiez éventuellement plus rapidement faire des bons choix quand il faudra choisir un système de gestion de base de données. Donc il y en a beaucoup et on essaye de les regrouper dans différentes familles. Là, c'est récent. Il y a un site qui s'appelle dbengine.com qui étudie un peu la popularité des bases de données. Oracle domine MySQL. Vous avez les 4 premiers sont du relationnel et de assez loin. Mais le 5e est MongoDB, le 7e est Elasticsearch, le 8e est Redis. Ça, c'est des bases de données, des systèmes de gestion NoSQL déjà. Donc, ça va, vous voyez qu'il y a les 4 premiers en haut, les autres, c'est bien plus bas. Ça, c'est le nombre de requêtes sur Google concernant les différents SGBD. Il va jusqu'au... J'ai pas mis à jour j'ai les chiffres, le schéma avant c'était janvier 2021, ben ça c'est peut-être 2020, fin 2020. Donc il y en a, les NoSQL ils partent de très bas, mais ils ont une tendance qui monte un peu plus vite. Donc il y avait 4 familles de NoSQL. Le premier c'est des familles de colonnes. C'est cette famille-là qui ressemble plus aux données relationnelles. Mais l'idée, c'est de ne pas stocker des tuples, mais stocker des colonnes sur des serveurs. Donc là, mon illustration en disant que le nom et prénom stockés à un endroit et l'adresse à un autre endroit, c'est largement utilisé par ces SGBD. Mais en même temps, dans les colonnes,
on fait aussi des valeurs qui sont non atomiques. Donc, on peut changer parfois ce qui est à l'intérieur d'une colonne. Donc, le plus répandu aujourd'hui s'appelle Cassandra. C'est la solution qui est plus répandue. On parle donc c'était initialement développé par Facebook, maintenant c'est Apache, donc il est parti en open source en 2008. C'est assez utilisé. Il peut être facilement distribuable. On parle de famille de colonnes et chaque colonne a un nom, une valeur et une instant de dernière modification. Ça, c'est important quand on fait des bases de données distribuées, c'est de garder une trace des modifications pour justement pouvoir propager les données avec un bon ordre. Donc, chaque colonne a une clé, un nom et appartient à une famille de colonnes. Je vais pas. Alors, il y a l'architecture est pair à pair. On parle d'anneaux Cassandra. On parle de facteurs de réplication. Pour chaque nœud, on peut dire à combien d'autres il faut qui propage ces modifications. Si on a une facteur de réplication de 3, on modifie une valeur sur un nœud, il est répliqué à 3 autres nœuds. Et vice-versa, après chaque nœud, il réplique à 3 autres. Et donc, au bout d'un certain temps, la modification est répliquée partout. Mais vous voyez que ça induit un certain temps de latence. Le langage de requête, il ressemble beaucoup à du SQL. Donc, il y a des select from where. La deuxième famille est la famille dite clé-valeur, qui sont en général des grandes tables de hachage et qui sont là pour souvent utilisées comme mémoire tampon, comme du cache. Pour accéder rapidement, c'est souvent distribué, gardé en mémoire pour une partie et des modifications sont écrites sur le disque à une certaine fréquence et pas forcément quand ils arrivent. Le produit qui est le plus à la mode aujourd'hui s'appelle Redis, mais il y en a plein d'autres. Et comme je dis, c'est utilisé essentiellement pour jouer le rôle de cache, de mémoire à accès très rapide. Et la persistance est garantie, persistance est assurée par des sauvegardes périodiques. Donc, ce n'est pas forcément en temps réel, mais c'est périodique. En général, pour toutes les solutions NoSQL, il y a des interfaces dans tous les langages de programmation. Il n'y a pas de souci. On peut faire des set et des get. Donc, les opérations sont très simples, mais ils marchent très, très vite en général. C'est ça l'avantage. Petite parenthèse aussi, je passe, il y a les problèmes de sécurité aussi. J'ai oublié ce que je voulais dire. C'est que ces logiciels, oui, ces solutions NoSQL sont souvent aujourd'hui utilisées pour assurer le temps réel, le flux tendu des applications. L'archivage, la persistance à long terme est, dans la plupart d'entreprises, assurée par des bases de données relationnelles. Donc, on gère le temps réel en utilisant du NoSQL. Et après, pour archiver, on met quand même des choses dans des bases de données relationnelles. Oui. Alors, ça dépend de cas d'utilisation. Mais souvent, et c'est une généralité que j'ai dit, c'est pour l'archivage. Donc, on trie les données, on les nettoie, et là, on les met dans des bases de données relationnelles pour l'utilisation par la suite. Il n'y a pas besoin d'avoir soit des temps de réponse très rapides en lecture, soit des temps de réponse ou des capacités de digestion, pour ainsi dire,
rapide en écriture. Merci pour la question. Pardon? Oui, alors, oui, oui, la question était si, comment on utilisait, c'est un double niveau de redondance. Souvent, oui, il y a un double niveau de redondance. Euh, Imaginez que vous lancez une expérience à l'accélérateur de particules à Genève ou quand vous lancez SpaceX ou Ariane 5. Il y a des milliers, des millions de capteurs. Ça part. L'expérience qui coûte des millions d'euros ou le lancement d'une fusée qui coûte aussi beaucoup d'argent arrive. Enfin, et vous devez euh, pouvoir enregistrer toutes les données que vos capteurs vous envoient. Vous n'allez pas vous amuser dans ces cas de vérifier qu'une contrainte d'intégrité ou de clé étranger est assurée. Vous encaissez les données, vous enregistrez. Après, vous digérez plus tard. C'est comme la vache qui mange vite et après il rumine. Donc dans ce cas, des bases de données relationnelles où il y a des contraintes, où il y a des... Non. Il faut pouvoir ingérer vite les données. Ça, c'est le goulot d'étranglement, le ressource critique et la vitesse d'enregistrement. L'autre cas de figure, c'est quand la ressource critique est le temps de réponse pour une requête de recherche. Google, vous tapez une requête dans Google. Si vous devez attendre 1 minute pour que le résultat s'affiche, vous passez chez, dur de trouver un concurrent aujourd'hui, Quant. OK, il marche moins bien, il utilise Bing, ou vous l'achetez chez Bing, voilà. Parce qu'il répond peut-être plus vite. Donc, il ne peut pas, tant pis si les résultats ne sont pas complets. Il faut une réponse vite. Pareil, quand on achète, le dilemme d'Amazon que j'ai cité. Quand vous cherchez, vous voulez acheter un produit, vous voulez le commander. Si la page se met 30 secondes à s'afficher, vous allez chez Cdiscount. Hein. Bon, donc et ça, Amazon ne veut surtout pas. Donc tant pis si le résultat n'est pas cohérent, il vous affiche quelque chose. Et c'est en général des choses qui sont à son avantage à lui. Hein. Donc c'est pour ça qu'il y a souvent il y a des cas d'utilisation, il faut gérer le temps réel. Et après, il y a un temps de différé où on fait des analyses ou on archive. Et c'est souvent pas les mêmes systèmes de gestion de bases de données qui sont utilisés dans pour les deux tâches. Donc ça, c'était une parenthèse. On a vu famille, colonne, clé, valeur. On va au graphe. Donc là, c'est des bases de données qui sont optimisées pour des données qui ont une structure de réseau de graphes. Et il y en a de plus en plus. Donc par défaut, c'est des nœuds et des arêtes. Quand on veut calculer un plus court chemin entre deux nœuds, parce qu'on s'appelle Waze ou parce qu'on s'appelle Facebook et on veut, ou LinkedIn, il vous affiche toujours la liste des personnes et à quelle distance ils se trouvent dans le réseau. C'est possible avec du PLSQL ou avec des requêtes récursives sous Oracle, mais c'est quand même pas fait pour calculer des plus courts chemins ou chercher des sous-graphes isomorphes qui répondent à plein de requêtes. Enfin, type de requête, c'est chercher des sous-graphes dans un grand graphe. Donc, il y a des systèmes de gestion de bases de données qui sont optimisés pour stocker des données de type graphe. Il y a un des plus populaires, c'est Neo4j. C'est écrit en Java, comme quoi hein, Java il a la réputation d'être lent, mais pas toujours. Elasticsearch est écrit en Java aussi, d'ailleurs. MongoDB, c'est en C++. Donc, mais sachez que voilà, il y a des outils qui stockent des nœuds et des arêtes avec des propriétés. Neo4j est un langage de requête qui est spécifique, mais qui permet d'exprimer des contraintes sur des graphes. J'ai quelques transparents, que des nœuds ils peuvent avoir des labels et des propriétés, que des relations, des arêtes ont des noms et des propriétés aussi. Voilà un exemple, mais je passe vite. Et un exemple de requête
où on décrit en fait un sous-graphe et le système va chercher des fragments dans la base de données, mais qui est un grand graphe, des sous-graphes qui satisfont ces contraintes et il retourne un certain nombre de nœuds qui font partie de ces sous-graphes pour donner des réponses. Et souvent, les réponses sont des tables, d'ailleurs, parce que c'est des listes de nœuds ou des listes de valeurs. Et la dernière famille de bases de données NoSQL, c'est dit des bases de documents qui, on a vu XML, il y a des bases SGBD qui gèrent nativement des données XML. Plus fréquent, c'est des données qui gèrent du JSON, je vais y venir. C'est des données semi-structurées, ça ressemble beaucoup à XML, mais l'important c'est que ça stocke des documents, des arbres. Finalement, le plus populaire c'est MongoDB, mais c'est pas l'unique. MongoDB, il était sorti en 2009. Il est facilement distribuable. Ça garantit plus la consistance et la tolérance aux pannes que la disponibilité. Il stocke des données sous forme JSON, comme JavaScript Object Notation. Une base de données, c'est un ensemble de collections. Une collection, ça ressemble, c'est à peu près la table. Une collection est un ensemble de documents. Un document, c'est plutôt un tuple. Une collection, c'est plutôt une table. Et un document, c'est un document JSON, donc une suite d'attributs valeurs où les attributs peuvent avoir peut-être un string ou le nom d'un attribut, c'est une chaîne de caractères et la valeur, ça peut être une valeur primitive, comme une chaîne de caractères, un nombre, une date, ou un document ou un tableau. Un tableau, c'est entre des crochets. J'ai des slides, je vais me répéter. Et ça donne finalement une valeur peut être un autre document. Donc ça rend les informations dans une structure d'arbre, comme du XML. Il n'y a pas de schéma, c'est autodocumentant. Et des collections dans MongoDB peuvent contenir des documents qui ont des structures différentes. Donc un peu d'appariement entre des notions du relationnel et notions MongoDB. Donc la base de données, c'est la base de données, mais un table, c'est une collection. Un tuple, une ligne dans une base, c'est un document. Une colonne, c'est un champ. Il y a des index, il y a des partitions. Et pour les jointures, je vais y revenir. On change de paradigme un peu. Donc, un petit exemple de collection et de documents JSON. Là, on a 4 champs. Le premier champ s'appelle item. Il a une valeur qui est primitive, qui est une chaîne de caractères. Le deuxième champ, c'est détail. Il a une valeur qui est un document imbriqué. Donc, à son tour, qui a 3 champs, modèle, manufactureur et non, il n'y a que 2 champs. Et le troisième champ, le stock, c'est un tableau. Pour le premier document, il n'a qu'une valeur, c'est le tableau. Pour le deuxième document, il a 3 valeurs. Et les valeurs, c'est la même règle que pour les valeurs de champ. Ça peut être un élément simple, ça peut être un document imbriqué, ça peut être un tableau. Donc, des tableaux peuvent avoir d'autres tableaux comme valeur. Donc voilà, c'est pas très compliqué. Il y a ces quelques règles à retenir et c'est ce genre de document que MongoDB et Elasticsearch d'ailleurs aussi gèrent. Et pour insérer un document, mais je vais y revenir, on a une instruction qui s'appelle insert et entre parenthèses, donc il prend des documents qu'il insère dans une collection. Et inventory, c'est le nom de la collection. DB, c'est le mot-clé avec lequel commence toute instruction pour MongoDB. Donc, on peut chercher avec une instruction qui s'appelle find. Donc, orders, ici, c'est le nom de la collection.
Et le premier paramètre, donc find, il peut prendre plusieurs paramètres. Le premier paramètre, c'est un critère de sélection. Le premier paramètre ici, le statut de point A, il va chercher les documents qui ont un champ dont le nom est statut et dont la valeur est égale à A. Et le deuxième paramètre, c'est c'est la projection. On énumère les champs que l'on souhaite garder dans le résultat en mettant 1 comme valeur et on exclut les champs qu'on ne souhaite pas garder avec des zéros. Alors, dans MongoDB, il y a un champ ID pour tous les documents qui doit avoir une valeur unique. Et cet attribut-là, il est créé par le SGBD si par hasard, il n'est pas présent au moment de l'insertion du document. Et cet attribut, ce champ, il faut l'exclure explicitement des résultats. Donc, on a par exemple cette réponse-là sur la base, la collection qui contient les deux documents à gauche. Il n'y en a que le premier dont la valeur statut est égale à A, donc c'est dans le résultat, et le résultat, il contiendra que le Customer ID et le price. On a éliminé, parce que la projection a éliminé les autres champs. Et ça correspond à, en SQL, par exemple, à select Customer ID price from orders vers statut égal à. Donc ça, c'est un peu de la recherche simple en MongoDB. Un petit rappel de JSON, mais j'ai en gros tout raconté déjà. Il y a soit des objets, soit des tableaux. Les tableaux sont ordonnés. Les ensembles d'objets, non. Donc pour les ensembles d'objets, il faut savoir le nom du champ, la clé pour avoir la valeur. Pour les tableaux, on peut demander le premier, deuxième, troisième, quatrième valeur. Donc on peut accéder par indice aux collections de clés-valeurs, donc de champs, non. Il faut connaître les noms des champs. Donc un objet, ça commence par accolade, se termine par l'accolade et son contenu est une liste, mais non ordonnée de couples clés-valeurs qui sont séparés par des deux points. Et ces couples, donc la clé est séparée de la valeur par un deux points et les couples sont séparés entre eux par des virgules. Voilà. Les valeurs peuvent être à leur tour des documents imbriqués, des valeurs simples ou des tableaux. Un tableau, c'est entre des crochets. Il contient une liste de valeurs qui sont séparées par des virgules. Une valeur peut être un type simple, une chaîne de caractères, un entier, peut-être un objet ou peut-être un autre tableau. Là, il y a deux valeurs. Les deux valeurs sont des objets. Dans ce cas. Il manque une virgule entre les deux. Et ensuite, il y a quelques types simples. Enfin, les valeurs peuvent être de type simple ou de type compliqué, ou ça peut être booléenne ou nul. Donc, c'est à peu près comme du XML. C'est du texte. C'est des données qui sont à la fois lisibles par les humains et lisibles par des machines. Ils sont hiérarchiques, arborescents. C'est plus léger, c'est un peu moins verbeux que XML. Il type des données. Donc en XML, on n'a pas vraiment de type de données à part les identifiants et les références. Dans les schémas XML, on peut en préciser. Il y a un peu moins de sémantique. Et c'est optimisé pour du JavaScript, mais il y a des interfaces. Tout langage de programmation sait manipuler de JSON. Il n'y a pas le système d'espace de nom, donc sémantique un peu moins évident. Il n'y a pas de système de validation par rapport à des modèles. Il n'y a pas toute l'infrastructure qui va avec des dialectes qui sont standardisés, comme pour le XML. Voilà, donc, mais c'est plus léger. Le grand avantage, c'est que c'est moins verbeux. On n'a pas des balises ouvrantes fermantes, on n'a que des nombres d'échanges. On répète moins d'informations. Un peu d'autres vocabulaire sur MongoDB. On parle de cluster.
qui est un ensemble d'applications, de process qui tournent sur des nœuds. Ces applications, ça peut être des routeurs, des serveurs ou des fragments de données. Les routeurs permettent de cacher le réseau pour les clients et d'orienter des requêtes pour récupérer, aller requêter des différents nœuds. Les shards, ou les fragments, c'est des process qui tournent sur les différents nœuds. En MongoDB, la réplication se fait, la distribution se fait sur une architecture maître-esclave. Il y a la base de données qui englobe l'ensemble des shards et des routeurs qui sont potentiellement distribués sur des clusters. Et il y a des collections qui sont dans des bases de données. Donc MongoDB, quand vous téléchargez, il y a, et d'ailleurs, ce sera le cas pour la deuxième séance de TD, qui n'est pas cette semaine, mais après les vacances. Il y a MongoDB.exe qui est le serveur, où c'est pas .exe pour, sur du Linux, c'est un exécutable, mais ça s'appelle MongoDB. Il y a des routeurs qui s'appellent MongoS. Il y a un client en ligne de commande qui s'appelle Mongo. Vous savez qu'on a le client en ligne de commande. Alors, en relationnel, je ne sais pas si on vous a obligé d'utiliser SQL+, ou vous avez utilisé que le SQL Developer, qui est l'interface graphique Clicodrome. Alors, ce qu'il faut savoir, petite anecdote, c'est que c'est souvent, c'est plus sympa quand on a une interface, un client un peu lourd pour une base de données. Il y en a pour MongoDB aussi, mais le client en ligne de commande est toujours disponible. Et c'est arrivé à un de vos collègues il n'y a pas longtemps qui est allé dans une boîte informatique embarquée. Il y avait des bases de données qui tournaient sur des cartes qui étaient dans des antennes relais. Et il y avait une petite base de données et il n'y avait que le client en ligne de commande pour y accéder. Donc, vaut mieux le connaître, ce client en ligne de commande. Et d'ailleurs, quand vous comprenez, quand vous savez utiliser une base de données à travers un client en ligne de commande, vous allez savoir utiliser des clicodromes, des clients tiers graphiques, parce que le client en ligne de commande, c'est le client qui cache le moins des choses. Si vous savez utiliser que SQL Developer, déjà, pour avoir la structure des tables, vous cliquez à gauche et vous déroulez l'arborescence. Vous faites un desk et le nombre de la table. Donc, le jour où vous n'avez pas, vous êtes perdu parce qu'il n'y a plus l'arborescence avec les clics. Donc, vaut mieux connaître le client en ligne de commande parce que c'est celui-là qui cache le moins des choses. Alors, parfois, ils sont pratiques. Ce n'est pas toujours le cas d'ailleurs. Hein. Les administrateurs base de données Oracle ou même Mongo, ils utilisent c'est beaucoup plus efficace d'utiliser la ligne de commande parce que justement, on peut créer des scripts qui lancent des scripts, qui créent des scripts que les clicodromes. Ensuite, je regarde ma montre parce que bientôt, il va falloir qu'on fasse le test avec le Skype, avec Société Générale. Il y a un certain nombre d'exécutables qui maintenant sont, je pense, packagés différemment depuis les dernières deux versions de MongoDB, qui sont là pour pouvoir soit suivre un peu le fonctionnement de votre base, soit faire de l'import-export de vos bases. Voici quelques raisons pour utiliser MongoDB. Si vous avez des données non structurées qui arrivent sur cette forme-là, ça vous facilite vous pouvez les stocker directement sans faire des convertisseurs vers des bases de données relationnelles. Si vous avez de très grands débits de données, MongoDB est capable d'enregistrer très rapidement parce que justement, il vérifie pas beaucoup de contraintes. Si vous devez avoir la corollaire, un débit qu'une seule machine ne peut pas gérer. Si vous avez besoin de faire de
l'extension horizontale. Si vous avez des données avec des schémas qui ne sont pas consistants. Ça rejoint le premier point. Et encore, ça se réplique, ça se distribue facilement, donc ça peut être très disponible. Et il y a de bonnes performances. Alors, cela est commun avec d'autres bases de données. Et il propose des fonctions géospatiales comme certaines d'autres bases de données également. Par contre, si vous avez besoin de transactions, si vous avez besoin de jointures, si vous avez besoin de déclencheurs, MongoDB n'est pas fait pour vous. Si vos données ont une structure, un schéma qui est constant, qui est bien formé, le base de données relationnel peut être mieux. Si votre stockage est une ressource critique, pareil. En MongoDB, on dénormalise. On considère par défaut que le stockage est disponible à volonté. Voici quelques liens pour aller plus loin avec MongoDB. Je m'en suis servi. Et avec ça, on atteint la fin de cette partie avec quelques liens génériques sur le NoSQL.